Merci beaucoup, Yasmine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va parler dans ce webinaire de la transformation digitale du secteur bancaire. Alors, la crise sanitaire a incontestablement accéléré la transformation digitale bancaire, celle-ci tend même vers une nouvelle configuration de l'agence bancaire. Casser les codes traditionnels, surfer sur les nouvelles technologies, la banque promet-elle un modèle mieux adapté aux enjeux du nouveau millénaire? Telle est la question à laquelle on va tenter de répondre avec nos trois invités experts. Alors, ainsi, nous accueillons avec nous Youssef Koun, directeur de Sopra Banking Software pour la région Maroc et Mauritanie, en charge, Mauritanie, en charge de l'innovation pour la région Middle East Africa. Nous accueillons aussi M. Souleymane El-Harraj, partenaire Acoménia en charge des sciences et technologies de la donnée. Et aussi M. Esman Znebar, directeur de l'innovation et de la digitalisation. Alors, bienvenue à tous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, pour un petit peu commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, alors M. Souleymane El-Harraj va déjà tenter un petit peu de nous parler de l'avenir de l'agence bancaire, de la dématérialisation est-elle une conséquence ou un objectif de la transformation digitale? Allez-y, M. El-Harraj, on vous écoute. Merci, Maïsoun. Alors, globalement, en fait, la situation actuelle avec cette pandémie n'a fait que, pour moi, accélérer une tendance qui était de longue haleine et notamment visible dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui les néobanques, qui sont de plus en plus en développement à l'international. Donc, globalement, la pandémie a été pour moi un accélérateur d'une tendance à plus long terme. C'est-à-dire qu'on parle d'inclusion financière, c'est-à-dire de complexité à avoir accès à des services financiers. Il y a des raisons qui sont éminemment liées à l'éducation et surtout en Afrique à l'éducation financière, mais il y a aussi des raisons de mobilité, c'est-à-dire que le maillage des agences bancaires n'est pas toujours optimal par rapport aux besoins. Donc, plusieurs banques, notamment à l'international, ont pris la partie de dématérialiser, de digitaliser l'ensemble du processus bancaire, de la partie qu'on appelle le KYC jusqu'à la réalisation de transactions mobiles et à distance. Donc aujourd'hui, avec certaines banques à l'international, on peut créer un compte et le faire vivre sans se déplacer à aucun moment en agence. Pour cela, il y a tout un panel de solutions digitales qui ont été mises en place. Et derrière ces solutions digitales, on retrouve toujours la matière première du digital qu'est la data, avec de l'intelligence artificielle qui est insufflée. À titre d'exemple, le KYC ou la capacité à s'assurer que l'on a en face de nous la personne qui se dit être juridiquement le titulaire de ce compte se fait de nos jours par des algorithmes de computer vision, donc de deep learning qui permettent de reconnaître sur la base d'une photo ou d'une caméra l'adéquation entre la personne et son document d'identité officiel. Et certains ont même poussé ça, comme dans le monde de la finance alternative, via l'utilisation du timbre de la voix. Le timbre de la voix étant transformé en image parce que la maturité des algorithmes deep learning se trouve sur l'image aujourd'hui. Et ces images-là permettent de valider que ce n'est pas la personne qui vous parle au téléphone qui est effectivement celle que vous avez embasée la première fois via votre KYC. Donc, en synthèse, une accélération d'une tendance de long terme, accélérée par le Covid et permise par des applicatifs digitaux se basant sur des capacités de traitement de données accrues. Merci beaucoup pour ces précisions. Et là, justement, je rebondis, vous avez parlé de crise sanitaire, justement. Donc là, je rebondis avec Youssef Koun pour qu'il nous fasse une petite lecture déjà de l'étude de McKinsey, la dernière étude sur les banques africaines après Covid. Allez-y. En fait, je rejoins ce que dit Souleymane. Cette crise a provoqué une accélération sur la transformation digitale des banques, que ce soit effectivement un peu partout dans le monde, en particulier aussi au Maroc. Et une étude a été menée récemment effectivement par McKinsey qui a posé notamment aux clients des banques marocaines qu'est-ce que vous attendez de votre banque pendant cette crise. Donc on va dire il y a deux éléments importants, c'est les aider quand il s'agit du crédit, et donc avec tout ce qui est report de crédit qui a été mis en place, mais les aider aussi sur ce sujet de crédit pour permettre aux clients de pouvoir faire leurs demandes en ligne. Donc, il y a un sujet assez simple, c'est comment je peux
comme a dit Souleymane, faire une transaction sur le crédit en ligne. Et donc, ça, c'est la première attente et qui va encore se perdurer quand un client va avoir une difficulté financière à payer une échéance. Comment il peut prévenir sa banque sans forcément aller en agence, sans forcément passer un coup de fil, mais sur son application mobile. Et je pense que récemment, par exemple, Wafa Immobilier a lancé son portail de gestion de crédit et qui permet de lancer un ensemble de transactions, par exemple, depuis Internet. Je sais aussi que côté Banque Centrale Populaire, énormément d'initiatives ont été lancées pour permettre de gérer son crédit sans forcément venir en agence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qu'on va appeler les clients ont une attente de pouvoir avoir un parcours digital. Donc, quand ils sont dans une application mobile, pouvoir tout faire sur la même application. Donc, avoir un suivi continu de leur processus. Et ce qu'on appelle ça un processus sans rupture. Et souvent, on va trouver des ruptures parce que les processus qu'on a imaginés, la réglementation, en tout cas à l'époque, ne permettait pas de faire un processus totalement digitalisé sans rupture. Et donc là aussi, c'est une attente forte. Un client qui veut souscrire à un produit, est-ce qu'il peut le faire depuis son téléphone mobile? Un client qui veut un prospect qui veut devenir un client de la banque, est-ce qu'il peut le faire totalement depuis Internet ou depuis son téléphone mobile? Et donc, c'est ce sujet aussi d'un parcours digital sans rupture. Et donc, ces deux points font que même en post-crise, les deux sujets qui vont être importants pour les banques, c'est comment optimiser sa gestion de relations clients quand il s'agit des crédits et l'utilisation aussi de l'intelligence artificielle pour mieux scorer, mieux connaître le client, ses habitudes. C'est un axe. Et le deuxième axe, c'est comment utiliser vraiment la technologie pour permettre au client de ne pas forcément venir en agence et de lui permettre de souscrire à des nouvelles offres, de lui pousser des offres. Et donc là encore, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour pousser la bonne offre au bon moment au client ou au prospect. Donc voilà un peu les deux tendances et on observe durant cette crise qu'il y avait des projets qui étaient dans les cartons et qui sont juste en train de s'accélérer. Donc on peut parler plutôt d'une révolution-évolution, mais les banques avaient conscience de ça. Et elles sont en train d'accélérer. Nous, on travaille avec beaucoup de banques qui font leur refonte d'entrée en relation, qui travaillent sur la distribution de leurs produits sur les canaux digitaux, qui retravaillent sur tous les parcours digitaux en termes de crédit. Donc, voilà un peu les tendances qu'on observe. Et effectivement, l'usage de l'intelligence artificielle dans le futur est un élément important pour justement éviter qu'il y ait une rupture dans le process digital pour un client. Voilà un peu... Merci beaucoup pour ces éclaircissements, monsieur. Et vers M. Ousmane Znebal pour lui poser une petite question par rapport à son expérience, ou plutôt à son travail actuel au niveau de la banque. C'est que, alors, déjà, tout le monde sait qu'au niveau des banques, leur cheval de bataille, c'est l'ouverture massive d'agences bancaires. Mais maintenant, à l'international, la tendance est la virée de bord, avec notamment la fermeture des agences bancaires, par exemple en Suède ou plus récemment en Allemagne. Donc, à votre avis, quel avenir pour l'agence bancaire? Et est-ce que sa dématérialisation était une conséquence ou un objectif de la transformation digitale? On vous écoute, Alice. Très bien. Alors, je rejoins effectivement Youssef et je vais aller dans cette continuité. Mais avant de détailler et de préciser un peu l'avenir de l'agence bancaire, il faut déjà expliciter c'est quoi une agence bancaire. L'agence bancaire, elle est là pour répondre à des attentes des clients et les accompagner dans leur quotidien. Donc, dans une agence bancaire, il y a un certain nombre d'opérations qu'on peut faire, qui peut être des opérations transactionnelles, envoyer de l'argent à quelqu'un, récupérer de l'argent, déposer de l'argent, obtenir des moyens de paiement, ouvrir des comptes, etc. Et il y a d'autres déplacements en agence qui se font pour demander un accompagnement dans un projet de vie. Projet de vie d'acquérir une maison. Je suis en train de chercher une maison, quel type de maison je vais pouvoir m'acheter en fonction de mes revenus. Ça aussi, c'est une phase de co-construction. Ça, c'est pour des personnes physiques. Pour les entreprises, bien entendu, l'agence bancaire est là pour accompagner des projets et prendre des risques avec la clientèle pour construire un avenir meilleur et les accompagner. Donc, effectivement, cette agence bancaire, donc il y a de tout.
il y a quelques années et jusqu'à récemment, les banques se sont focalisées sur les opérations, on va dire, transactionnelles sans réelle valeur ajoutée. Donc, comment est-ce qu'on peut faciliter à cette clientèle le fait de transférer de l'argent à leurs proches, retirer de l'argent, tout ça. Donc, petit à petit, il y a eu des distributeurs automatiques qui ont facilité et permis le retrait d'argent en levant ces contraintes. Parce qu'une agence bancaire, elle est ouverte, quels que soient les horaires, même si elles sont élargies, de 8h à 18h ou 20h au mieux. Et c'est fermé le week-end. Donc, sur la partie transactionnelle, les banques ont fait un effort pour dématérialiser ces opérations sur plusieurs canaux et non pas uniquement les canaux digitaux. Donc, il y a eu le GAB, il y a la banque mobile, la banque sur Internet et un certain nombre de canaux de distribution. Donc, pour ces opérations transactionnelles, je pense que le client ou le Marocain, son focus, c'est pas de dire moi je veux du digital. Au final, il veut pouvoir adresser ses besoins de la meilleure des manières en fonction de son aptitude à se déplacer, sa sensibilité aux canaux distants. Là, quoi qu'on dise, le téléphone est accessible à tout le monde, très bien. La carte bancaire est accessible, mais au final, il faut pouvoir lire l'écran, il faut pouvoir se souvenir du code, mesurer l'impact de ces opérations sur le quotidien des clients. Ça, c'est la partie transactionnelle. Ensuite, la deuxième vague, c'est de dire sur la partie un peu plus sophistiquée des opérations bancaires, on parle des crédits, des produits d'assurance, des produits d'épargne, oui. Le client a besoin d'un accompagnement pour expliciter quels sont les produits, quelles sont leurs portées, quel est l'impact quand on dit je vais souscrire à un produit d'épargne retraite, très bien, un épargne retraite, c'est simple à comprendre, je mets de l'argent tous les mois, à la retraite j'aurai de l'argent, mais quid de qu'est-ce qui va se passer si je meurs avant, à qui va aller l'argent, et expliciter cette complexité. Donc le digital va permettre de donner de l'information en amont aux clients pour s'informer, mais dans certaines situations, et on en est convaincu, l'humain et un agent bancaire, c'est avant tout un conseiller qui va expliquer, accompagner et tout ça. Donc, pour revenir à la question, une fois qu'on a explicité l'agence bancaire et les différentes opérations et les attentes des clients, j'y réponds par la deuxième catégorie. Les opérations à forte valeur ajoutée, on aura forcément besoin d'agences bancaires ou de conseillers. La présence humaine est obligatoire. Après, est-ce qu'elle va être en partie, dans certains cas, dématérialisée? Par exemple, cette conférence, on est en train de dématérialiser la conférence, mais on est là, on est des humains. Sans nous, cette conférence n'aurait pas pu avoir le jour. Donc, les agences, il y en aura. Il y a une transformation de ces agences pour faire plus du conseil. Bon, il y a des agences qui pourront, bien entendu, dans le futur, être des agences sans caisse. C'est-à-dire qu'on ne manipule plus d'argent. On est devant un ordinateur, on reçoit le client, on lui explique, on l'accompagne, mais on n'a pas la possibilité de faire des dépôts d'argent, des retraits d'argent. S'il veut faire un retrait ou des dépôts, les automates font mieux ça qu'un conseiller bancaire, quand bien entendu. Mais avant d'y arriver là, ça va se faire de façon progressive. Donc oui, il y a une tendance de revue du réseau de distribution des agences bancaires. Quand on dit revue, c'est fermeture dans certains cas, ouverture de nouvelles agences, refonte de l'organisation interne de l'agence pour mieux répondre aux attentes des clients. Et le client, lui laisser le choix de choisir son canal de prédilection en fonction de ses aptitudes, son aisance à utiliser les canaux digitaux ou pas. Oui. Voilà. Donc, c'est laissé à l'appréciation de la clientèle. Non, c'est-à-dire que la banque ce que les banques sont en train de faire, elles sont en train de se transformer pour mieux adresser les besoins des clients et ne plus être dans une démarche où le client vient, on est dans de l'exécution transactionnelle, je veux effectuer une opération et l'agent est en train vraiment d'exécuter, mais plus d'accompagner et d'offrir plus de possibilités, d'offrir des plages horaires plus larges, parce que quand j'ai un client de la Banque Populaire qui habite à Miami, avec le décalage horaire, déjà, il ne vient pas au Maroc, il vient 1 à 2 fois par an.
et quand il peut pas se déplacer, il doit être en mesure de faire ses opérations. Donc, c'est là où on est, en tant que banque, en train de proposer des parcours clients revus. Donc, on a parlé d'entrer en relation, donc dématérialisée, mais en gardant la partie conseil et contrôle risque, parce qu'on a quand même un devoir de vigilance. Voilà. Mais à votre niveau, vous avez fait des études ou des sondages pour voir, par exemple, au niveau de votre clientèle, est-ce qu'elle est plus portée sur le digital ou est-ce qu'elle doit s'adresser au niveau des agences si elle a, par exemple, une demande ou un projet pour présenter un projet? Les banques, elles ont leur historique. La Banque Populaire, je vais être direct, vous la connaissez, c'est une banque qui s'adresse à tous. Elle est facile d'accès, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Tout le monde ouvre la porte de n'importe quelle agence Banque Populaire et vient ouvrir son compte. La tarification s'adapte aussi à la clientèle. Donc, dans notre portefeuille client, bien entendu, il y a un facteur âge qui est indéniable. C'est-à-dire que les jeunes sont très à l'aise avec le digital. Donc, les jeunes se déplacent de moins en moins en agence, quasiment pas en agence. Par contre, ils vont se déplacer quelquefois pour leur projet d'acquisition de biens immobiliers, la demande de besoin de crédit consommation pour acheter une voiture. Donc, les contacts sont limités et donc les occasions pour montrer qu'on a des parcours et une expérience client optimale sont rares. C'est-à-dire qu'on a moins le droit à l'échec. C'est-à-dire que quand le client se déplace, il faut que l'expérience soit bonne. Si elle n'est pas bonne, il va s'en souvenir parce qu'il ne vient plus très souvent. Mais par contre, on a une autre catégorie de clientèle qui n'est pas encore en mesure d'utiliser les canaux distants. Et au-delà, parlons aussi de la bancarisation au Maroc. Quel est le nombre de Marocains qui sont bancarisés? On parle de 40%, les 60%, ils ne sont même pas bancarisés. Il y a une barrière à l'accès qui est très importante. Donc, on en parlera probablement dans la suite de la conférence. On parlera de paiement mobile ou d'autres, mais quels sont les autres produits qui répondraient à ces populations qui ont besoin d'un accompagnement et des besoins beaucoup plus simples et moins complexes par rapport à leurs services financiers? Bien sûr. Donc, avant de parler justement de bancarisation et tout, donc là, je m'adresse plutôt à M. Kuhn. FinTech, Open Banking, Néobank, le secteur bancaire se donne-t-il des moyens à la hauteur de l'étendue de sa transformation? Donc, si vous pouvez juste un petit peu nous expliciter pour les participants qui sont avec nous, pour les gens qui sont plus néophytes et pas experts, ces termes Néobank, Open Banking, qu'on entend. Allez-y, on vous écoute. Le premier mot, FinTech, donc c'est des entreprises qui sont dans le monde financier, mais qui ont une ADN technologique, où la technologie est, on va dire, l'élément principal, avec un point qui est, comme a dit Etchman, sur vraiment l'expérience. C'est-à-dire ça va être un travail sur l'expérience client qui vise à apporter je dirais un service peut-être simple, mais extrêmement facile à utiliser. Donc ça, c'est ce qu'on va trouver dans beaucoup de FinTech. Et beaucoup donc si je prends le mot néobanque, mais beaucoup de néobanques ont aussi une casquette de FinTech. Maintenant, sur l'open banking, de manière générale, l'idée de base, c'est de permettre ou de se dire comment les entreprises et les banques peuvent ouvrir et partager leurs données et de savoir quelles sont les données qu'elles peuvent partager. Et parmi ces données qu'on partage, c'est de se mettre d'accord dans un écosystème comment on pourrait exploiter ces données. Et donc, quand vous voyez un peu partout dans le monde, c'est souvent justement des FinTech qui essayent d'accéder aux données des banques et les banques résistent au début. Et donc, elles trouvent quand même un moyen d'accéder à ces données-là. Donc, il y a encore quelques années, on pouvait accéder aux données des autres banques en simulant un robot qui se met à la place d'un client pour récupérer le login et le mot de passe. Et donc, derrière, on arrivait à créer des nouveaux cas d'usage. Et donc, sur ce sujet-là, si je prends le cas de l'Europe, la Banque centrale, les pays se sont organisés pour mettre en place une réforme qui s'appelle la directive des services de paiement. Et c'est la numéro 2 qui a pour objectif de permettre à des FinTech d'accéder aux données des banques, notamment après le consentement d'un client, notamment le compte d'un client, ou bien même aller jusqu'à demander à initier un paiement depuis le compte vers un autre compte.
Alors pourquoi tout cela crée de l'innovation? C'est qu'il y a certains cas d'usage, certaines technologies que les banques n'ont pas le temps de mettre, ou en tout cas, elles ne sont pas dans leurs priorités. Et donc, vous allez trouver des spécialistes ou des petites startups qui vont venir avec une idée, donc vraiment le concept d'une idée simple, et de se dire, ben, moi, cette idée-là, moi, je veux la pousser. Donc, si j'ai accès aux données de la banque, je peux la pousser encore plus vite. Et donc, c'est un peu ça qui est en train de se passer en Europe, des agrégateurs de comptes génériques, c'est-à-dire un agrégateur qui va agréger un compte d'une banque A, un compte d'une banque B, un compte d'une banque C. Et finalement, on offre un nouveau service aux clients bancaires qui est comment je peux voir tous mes comptes. Donc, dès qu'on a de la multibancarisation, désormais, je peux voir tous mes comptes. Si je prends le cas du Maroc aujourd'hui, ce n'est pas possible. Les banques n'ouvrent pas leur système à d'autres pour pouvoir englober les comptes. Peut-être parce que nous n'avons pas encore des concepts de multibancarisation. Nous sommes encore monobancaires, voire on a une deuxième banque. Mais déjà, faut-il qu'on avance très bien dans la bancarisation. Par contre, quand il s'agira d'inclusion financière, c'est-à-dire qu'on va parler de wallet, peut-être que tout le monde aura 4 wallets. Un wallet avec, en fonction de son usage. Peut-être qu'il y aura la question de l'open banking qui sera plus valable pour le monde du wallet que le monde de la banque dans un premier temps, parce qu'il y a moins de risques. On a besoin d'onboarder. J'ai lu l'article de M. Jouaré cette semaine. Il y a 1,5 million de wallets, alors que tout le monde essaye de faire son maximum pour pousser les wallets. Donc 1,5 million de wallets, c'est insuffisant compte tenu de l'effort qu'on est en train de mener. Mais c'est insuffisant parce que justement, l'interopérabilité se met en place, l'ouverture vers de nouveaux services n'est pas encore mise en place. Et donc, le rôle de l'open banking, c'est de définir un cadre qui permet au secteur bancaire financier d'exposer certaines données, pas toutes, d'exposer certaines données à d'autres industries, à d'autres spécialistes pour justement donner envie d'aller dans le digital avec des cas d'usage un peu différents. Et le sujet qu'on trouve par exemple en Europe, le fait d'agréger plusieurs comptes permet à ces agrégateurs de connaître le client mieux que la banque, puisqu'ils ont une vue sur l'ensemble de ces comptes bancaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en utilisant l'intelligence artificielle, je peux encore mieux comprendre ce qui se passe chez ce client et donc lui pousser des offres, aussi bien des offres d'épargne, et ce n'est pas forcément cette start-up qui va fabriquer l'offre d'épargne, mais va pousser les offres d'épargne des autres banques. Donc, il devient une sorte d'intermédiaire entre un client extrêmement consommateur d'expérience utilisateur versus des producteurs de services, des producteurs de produits. Et donc, c'est ces intermédiaires qu'on commence à voir. Donc, voilà un peu l'open banking. Et si je prends le cas de Sopra Banking, aujourd'hui en Europe, on est un des leaders dans l'open banking. Nous aidons les banques à exposer leurs données. Nous aidons les banques à aller se connecter aux données des autres banques et nous travaillons sur tous les cas d'usage qui peuvent en sortir. Donc, il y a des cas d'usage de type ce qu'on appelle PFM, qui est Personal Financial Management, qui permet de gérer et de mieux gérer ses comptes d'un point de vue budget. Donc, ça, c'est un exemple. Il y a le sujet du KYC. Désormais, on peut en Europe faire une entrée en relation en s'appuyant sur le KYC fait par une autre banque. Donc, sans être obligé de refaire le process. Et en fait, l'autre banque gagne de l'argent sur le fait de mettre à disposition ces informations. Donc, voilà, par exemple, 2 cas d'usage. Et donc, nous travaillons avec les banques pour le produire. Et sur le continent africain, on travaille avec un certain nombre de groupes pour imaginer comment l'open banking peut leur servir à créer de la valeur. Et notamment, une première étape, c'est juste que les groupes entre eux, donc un groupe bancaire type Banque Centrale Populaire, Tijari ou encore BOA, puissent, entre leurs filiales, mettre en place un premier écosystème d'open banking multi-pays. C'est déjà une première étape, avant d'aller dans des étapes où les banques commencent à discuter entre eux. Donc voilà un peu un éclairage sur qu'est-ce que l'open banking et de comment il s'opère. Merci beaucoup. On reviendra à la question du régulateur. Je n'ai pas oublié. Donc, mais je donne la parole à M. Souleymane Harish par rapport à la même question en fait. Est-ce que vous pensez que le secteur bancaire se donne-t-il assez les moyens, enfin à la hauteur plutôt de l'étendue de la transformation? Allez-y. En fait, moi, en écoutant les discours des deux collègues qui sont fort intéressants, en fait, je peux arriver à une synthèse au sens où Cisnebar nous dit que, globalement, la présence humaine a une certaine valeur qui sera indéniable et qui sera toujours une valeur ajoutée forte au niveau de la banque. D'un autre côté, Sikoun nous dit
que globalement, aujourd'hui, avec l'ensemble des technologies et sciences de la donnée, on est capable de pouvoir faire des choses en substitution à l'humain ou en complément fort à l'humain. En fait, on va prendre les deux cas extrêmes. Vous prenez une banque comme Revolut, qui est une néobanque et une fintech, M. Kuhn l'a bien précisé. C'est la banque qui a le plus fort taux de croissance dans le monde actuellement. Elle a 600 salariés. 600 salariés. Et d'un autre côté, on a des banques qui sont à un niveau de maturité digitale et encore moins intelligence artificielle quasiment inexistant. À la synthèse des deux, on peut arriver à effectivement ce que disait Steve Nebel, c'est-à-dire à permettre à la machine, à l'intelligence artificielle de se substituer à beaucoup de tâches humaines pour permettre aux conseillers bancaires d'acquérir une plus forte valeur ajoutée, une plus forte valeur dans son travail au quotidien. Et ça, c'est un pendant qu'on n'a pas encore discuté depuis le début. C'est-à-dire qu'en fait, la digitalisation du secteur bancaire, c'est une digitalisation pour le client qui doit accompagner les usages des clients, fut-il en âge ou pas, parce que la tendance va vers ces usages-là, donc les banques doivent se préparer dès à présent à ces usages-là. Mais on oublie toute la partie interne, toute la partie optimisation des processus bancaires internes que permet justement l'intelligence artificielle. Chez 2 de mes clients bancaires au Maroc, il a été décidé, par exemple, de pouvoir faire beaucoup de tâches répétitives et à faible valeur ajoutée, comme par exemple la mise en place de segmentation comportementale sur la base des pratiques des clients avec leurs instruments financiers, et donc derrière de mettre en place des moteurs de recommandation intelligents, des taux d'intérêt plus flexibles en fonction d'une valeur client, d'un potentiel client, ce genre de choses, qui ont largement simplifié la tâche sur l'ensemble de la chaîne de valeur interne des processus bancaires. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, une grande masse d'opérationnels au sein de la banque va pouvoir monter en valeur ajoutée dans les tâches quotidiennes qu'ils effectuent. Donc, le sens de l'histoire, il va définitivement vers une digitalisation quasiment complète de l'ensemble des interactions bancaires. Digitalisation ne signifie pas suppression de l'humain, elle signifie justement délégation à la machine de tâches réverbatives et capacité de produire de nouveaux services, comme l'a si bien expliqué Sikoun, tout en laissant l'humain comme orchestrateur de l'ensemble de ces choses-là et lui permettre de pouvoir avoir des tâches à plus forte valeur ajoutée. Je donne un autre exemple. Aujourd'hui, chez Acumenia et EX Labs, on a un moteur de compréhension de langage naturel, donc ces technologies de NLP qui sont éprouvées partout dans le monde, mais qui est fait sur mesure et par notre recherche et développement sur la Derija. Et donc, on arrive, pour les clients bancaires, à comprendre l'ensemble des interactions, même pour des gens qui n'ont pas la maturité linguistique pour échanger avec le digital de manière en langage structuré comme le français ou l'arabe purement classique. Et là-dessus, ce moteur de NLP d'Alija, cette fois-ci, a permis de pouvoir faire une industrialisation du monitoring de la satisfaction des clients, de la segmentation d'opinion pour pouvoir enrichir des segmentations existantes et permettre justement de mettre le bon produit au bon canal avec les bons messages à la bonne segmentation, etc. Donc, il ne faut absolument pas oublier l'intérêt interne que ça peut avoir. C'est-à-dire en fait, les cas d'usage qu'on met en place, ils ont 3 objectifs. Soit l'amélioration de l'expérience client, soit une croissance et une fidélisation, soit une optimisation des processus internes. Très généralement, dans un cas d'usage, on arrive à avoir ces 3 bénéfices-là. C'est-à-dire qu'on va augmenter l'expérience client en permettant au client de faire des choses qu'il n'était pas capable de faire dans le passé ou qui lui demandaient trop de temps et trop de déplacements et qui étaient un irritant pour le client, tout en fidélisant le client parce que l'expérience utilisateur est meilleure et qu'on peut avoir des stratégies de croissance et de ciblage de prospects, ne serait-ce que par exemple avec des technologies prédictives en récupérant ce qui se dit sur les moteurs de recherche, on peut identifier à la maille de la région où c'est que va se trouver le prochain pic de demande de crédit et le faire.
et également, et ça pour moi c'est une part importante qu'on n'avait pas encore abordée, une optimisation des processus internes qui va augmenter la productivité et permettre à l'humain, qui reste orchestrateur de l'ensemble de cette intelligence artificielle, c'est très important, de pouvoir, comme disait Seasonable, monter en valeur ajoutée dans cette tâche et pouvoir se positionner comme quelqu'un qui va être plus un conseiller qu'un exécutant de tâches que la machine exécutera de toute manière mieux que l'humain. Excusez-moi, j'étais… Donc, c'est bien enregistré. Votre intervention a été très, très pertinente, c'est Souleymane. Et donc, là, je donnerai plutôt la parole à Seznebol pour qu'il nous donne un petit peu une réponse par rapport à la même question à laquelle a répondu Sikoun et Serhaj. Ces nouvelles notions, le secteur bancaire se donne-t-il des moyens à la hauteur de cette transformation? Allez-y. En fait, le secteur bancaire, effectivement, là, c'est un secteur qui investit énormément justement dans cette partie innovation, cette partie intelligence artificielle, revue des process. Il y a beaucoup de projets et de programmes de transformation qu'on retrouve dans n'importe quelle banque, que ce soit au Maroc avec un niveau de maturité intermédiaire ou, comme l'a dit Sikoun, en Europe où on est passé à l'étape un peu plus avancée, où le consommateur et certaines startups ont commencé à proposer des services pour exploiter les données financières et proposer de la valeur aux clients de la valeur un peu différente que ce que proposaient des banques classiques. Et le régulateur, et c'est aussi une problématique de régulation. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire au Maroc? Parce que les données des clients ne sont pas ouvertes, parce que les banques ne publient pas des catalogues de services distants permettant aux startups d'exploiter les données, bien entendu, avec l'accord du client, parce qu'au final, ces données appartiennent au client. Si le client ne souhaite pas que ces données aillent et soient manipulées par d'autres personnes, c'est inconcevable que ces données soient partagées avec d'autres structures. Je pense que j'aimerais bien intervenir sur la partie fintech et écosystème. Donc, on a parlé de bancarisation aussi. Au Maroc, on dit on a 40% de Marocains, et encore ces chiffres, ils ne font pas consensus. Disons, il y a 40% de Marocains qui sont bancarisés, qui utilisent des services bancaires plus ou moins basiques de la carte. C'est généralement la personne, elle reçoit son salaire à la fin du mois, elle part retirer au guichet son argent, elle manipule beaucoup de cash. Donc, sur ces 40%, déjà, il y a 60% qu'on doit adresser, leur proposer des choses. Donc, c'est là où on parle de fintech, on parle d'établissement de paiement, où on va leur proposer des services financiers un peu différents, un peu plus simples, parce que ces personnes, elles ont des besoins, moins de revenus, donc plus limités. Donc, elles ont besoin tous les mois de payer leurs factures d'eau, d'électricité, de recharger leur téléphone, de pouvoir acheter dans des épiceries, des commerces de proximité leurs courses, potentiellement envoyer de l'argent à leurs familles qui sont dans des régions un peu éloignées. Et donc là, c'est la bataille, on va dire, des établissements de paiement. Donc la Banque centrale, et je pense que M. Jouari l'a précisé hier, on a un gros challenge de permettre l'accès aux services financiers aux Marocains qui ne le sont pas, de 1. De 2, de réduire l'utilisation du cash. Le cash, il a un coût, il est contraignant. Et l'idée de ce projet national de paiement mobile, c'est de permettre de réduire toutes les transactions qui se font actuellement en cash. Donc, au lieu d'aller retirer de l'argent et aller à l'épicerie payer en cash, aller à la pâtisserie acheter une baguette en espèces avec de la monnaie, payer à la monnaie, c'est de pouvoir payer simplement via son téléphone avec un contact du même montant et de façon la plus fluide possible. Donc, oui, les personnes bancarisées continueront d'utiliser leurs services financiers classiques, mais il y aura aussi, ce sera accompagné de ces wallets. Et donc, oui, il y a des enjeux de dire comment
comment est-ce que le client peut bénéficier et concilier ces deux mondes. Donc, soit il va utiliser directement sa banque, soit il aura des wallets pour un peu comparer ce qui peut se faire, parce que c'est un nouveau marché, donc la proposition de valeur peut être différente, tester l'expérience client peut être différente, jusqu'à y trouver son compte. Donc là, il y a un beau challenge et un investissement, donc c'est en pleine croissance au Maroc. Donc les banques investissent pour rester dans la course, proposer aussi des services qui répondent à ces populations et s'aligner avec les meilleures pratiques. Et les nouveaux acteurs qui sont en train de grappiller des parts de marché en proposant des services à forte valeur ajoutée en des délais plus rapides. Je pense que l'exemple de Revolut en France, si on compare à des banques classiques, la proposition de valeur, elle est très différente. Le cœur de mot, c'est la simplicité. C'est simple, j'accompagne, j'ai de la data lisible, je manipule la donnée, la banque, elle l'a. Après, qu'est-ce qu'on fait de cette donnée? Comment est-ce qu'on la retranscrit? Comment est-ce qu'on facilite son utilisation à la clientèle pour mieux prendre des décisions, pour épargner, pour se dire j'ai un projet pour aller en vacances l'été prochain. Bon, il ne faut pas attendre l'été prochain pour planifier ses vacances. Il faut l'anticiper dès maintenant. Et pouvoir le faire en se disant j'ai des dépenses, quels sont je vais vous donner des exemples simples, c'est de dire quel est le budget dépensé en supermarché toutes les semaines et de voir un peu est-ce que par rapport au mois dernier, est-ce que je dépense plus ou pas. Si je dépense plus, il faut peut-être que ce soit justifié ou d'alerter le client. Après, d'un point de vue client, ça peut sembler un peu intrusif. C'est-à-dire que le client, il se réfère à sa banque, il attend un certain nombre de services classiques. Là, on est en train de lui proposer des choses. Il faut peut-être aussi garder toujours et prendre en considération la volonté et le désir du client. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le brusquer. Je ne vais pas lui montrer des informations alors qu'il n'a rien demandé. Il faut suggérer et si l'intérêt est là, l'accompagner dans cette démarche. D'accord. Merci beaucoup, Céline. En fait, là, je poserai plus la question à M. Koun. À votre avis, quels sont les comportements qu'on va devoir garder pendant les 12, voire les 24 mois, voire tout le temps, pour devenir des réflexes? Donc, finalement, concrètement, dans les 24 mois, on va vivre une évolution à votre avis? Moi, je pense que ce que nous a appris la crise, c'est que pour lutter contre la propagation du virus, on nous demande d'avoir un autre comportement à travers le port du masque, comportement à travers le fait de mettre en place la distanciation sociale. Et ces deux points, notamment la distanciation sociale, fait que notre relation avec la banque change. Donc, tout à l'heure, tu me disais, quand le client vient dans une agence, déjà, il ne vient pas souvent dans une agence, mais quand il vient dans une agence, et s'il doit attendre parce que l'agence est pleine et qu'il y a la distanciation sociale, 30 minutes sous le soleil, je veux dire, l'expérience, elle est… Peut-être qu'il ne va pas rentrer dans l'agence, et s'il rentre dans l'agence, il transpire, il est fatigué, il est énervé. Et si en plus, à l'intérieur de l'agence, il doit encore attendre 10 minutes qu'une opération se fasse, il dira, bon, s'il y a un autre moyen de le faire, je vais le faire. Donc, je pense que c'est cette distanciation sociale qui peut être, où on peut trouver une réponse à travers le digital, donc justement. Et ce n'est pas une révolution, c'est un ensemble de projets digitaux qui traitaient ces sujets-là. Aujourd'hui, sortent des cartons pourraient juste être accélérés. Donc, on n'est pas en train de révolutionner, mais on est en train de sortir des sujets qui ont été imaginés même il y a quelques années, et où on disait non, ça ne sert à rien, il n'y a pas de besoin. Pourquoi est-ce qu'on va parler par exemple de phygital, c'est-à-dire mixer entre le digital et le physique? Non, ça ne sert à rien, on n'a pas assez de clients déjà. Concentrons-nous sur ce qui existe. Et en fait, ce qui existe est en train de changer de comportement. C'est le client qui est en train de changer de comportement, et comme a dit comment on s'adapte à ce changement de comportement. Et donc, dans les 24 mois à venir, je pense qu'il y a, comme j'ai dit en introduction, il y a le sujet de comment on répond aux besoins du client quand il s'agit de son crédit. Il y aura beaucoup de stress autour du crédit, beaucoup de stress autour des impayés. Et donc, comment lui faciliter, l'accompagner, et ça peut être fait de manière digitale, et comment gérer cette distanciation sociale. Et donc, nous, par exemple, on travaille avec certaines banques pour que quand j'arrive dans l'agence, je passe le moins de temps possible.
comment je peux réserver un créneau pour venir en agence, non pas venir pour parler avec mon chargé de clientèle, mais juste venir en agence. Et donc, considérer l'agence comme étant comme son téléphone. C'est-à-dire que je suis en interaction avec mon agence, je préviens mon agence de quelle opération j'ai envie de faire et l'agence s'organise pour que cette transaction se fasse le plus vite possible. Idem, on commence à voir au niveau des distributeurs automatiques de billets le fait de ne pas toucher le clavier. C'est-à-dire qu'on peut simuler le clavier sur le téléphone mobile. Ce qui fait que finalement, je peux juste entrer ma carte ou même sans forcément entrer ma carte, il me reconnaît. Et à partir de là, je fais la transaction depuis mon téléphone sans être obligé de toucher l'écran. Donc, c'est ces sujets-là qui, dans les 24 mois, les banques, un peu partout dans le monde, devront trouver des réponses. Et des fois, les réponses ne sont pas chez la banque. Des fois, elles peuvent être chez, justement, des startups, des fintechs qui, elles, ont déjà, on va dire, une grande partie de la réponse. Maintenant, c'est de faire le projet d'intégration entre les capacités de la banque et les capacités de fintech. Et c'est là où l'informatique doit évoluer pour permettre à des concepts innovants de vite s'implémenter et vite être mis en production. Et ça, c'est la vraie difficulté entre des digital factories qui imaginent la banque de demain et des directions informatiques qui, elles, sont là pour gérer la banque d'aujourd'hui. Et donc, c'est de trouver ce lien et faire en sorte que ça aille plus vite. Donc, voilà un peu, dans les 24 mois, il y aura beaucoup de débats de comment on va vite dans un projet. Ce qui nous amène plutôt à penser, est-ce que le rôle du régulateur, est-ce qu'il permet d'aller plus vite, justement, à votre avis? Le régulateur, oui, il permet d'aller plus vite. Donc, par exemple, le fait de simplifier l'entrée en relation et de mettre en place la signature électronique, d'accepter les selfies, d'accepter une vidéo comme étant un élément de reconnaissance. Si demain, ils acceptent que le KYC peut être fait par un organisme externe, ça peut aussi accélérer, par exemple, l'entrée en relation. Si je prends ce qui a été fait sur les crédits, ça a obligé les banques à très vite trouver des solutions. Si la Banque centrale demain, sur le cash, elle dit par exemple que désormais tous les gardiens de voiture, on leur met à disposition un moyen de les payer par wallet, elle met en place des règles et ces règles-là vont servir justement aux banques pour accélérer certains projets. Et donc, c'est un peu là le sujet. Et on a la chance, je pense, au Maroc, d'avoir l'Agence de développement digital qui aussi essaie de pousser, parce que je pense qu'ils essaient de trouver d'accélérer, parce que je pense que au niveau du régulateur, c'est pas simple. Une fois qu'on lance un sujet, il y a des gens qui vont bien l'utiliser et des gens qui peuvent mal l'utiliser. Et donc, c'est aussi avoir cet équilibre entre ne pas aller trop loin et éviter des risques, que ce soit sur la donnée, la sécurité, etc., etc. Donc oui, le régulateur est un accélérateur important pour répondre aux enjeux de cette crise et répondre aux besoins du client. Merci beaucoup, c'est cool. Monsieur El Haraj, la même question. Qu'est-ce que vous pensez du régulateur? Je vais peut-être un peu choquer, mais des fois, c'est bien pour un petit peu ouvrir un peu le champ des possibles dans la réflexion des gens. Je pense en fait, personnellement, que le Covid, cette pandémie, a été une chance pour les banques. Excusez-moi, si vous pouvez juste vous approcher un petit peu du micro. Je considère que cette pandémie a été une chance pour les banques. C'est-à-dire que le fait de ressortir des projets, des cartons, le fait d'avoir des startups qui étaient moins écoutées qu'ils le sont aujourd'hui, le fait de voir des moyens alternatifs d'échanges financiers voir le jour, pour répondre d'abord à une problématique de distanciation sociale, certes, et de mobilité restreinte, en fait, ça va permettre aux banques d'éviter un processus, entre guillemets, de disruption qui aurait été inéluctable. En fait, quand on pense intelligence artificielle, quand on pense digital, il y a le positionnement par rapport à une réalité africaine connue de nos jours, mais il y a aussi une réflexion à avoir à plus 5 ans, à plus 10 ans, à plus 15 ans. Parce que les leaders de demain, ce sont ceux qui se positionnent aujourd'hui sur ces technologies-là. Et pour revenir au régulateur, mon sentiment est que le régulateur est dans une posture où il va venir aider de facto les banques à pouvoir voyager vers
vers ce paradigme-là, mais tout en incluant de plus en plus des startups, au sens où, pas plus tard qu'il y a 9 mois, je pense, AUX Labs, donc la startup qui a 2 produits fintech et dont Acumenia est une joint venture avec Valiance, et a été lauréate d'un bootcamp dont le but était d'identifier les solutions fintech de demain. Donc, preuve, s'il en fallait, que le régulateur non seulement est au courant, mais qu'en plus, il fédère et organise ce genre d'événements qui sont de nature à le positionner. Et on va parler d'un autre régulateur pour lequel on travaille actuellement. Ils sont dans l'expérimentation avancée et en production de solutions d'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes phares comme l'inclusion financière, comme les prévisions, parce que vous parliez de qu'est-ce qui va se passer dans les 24 mois. Ben, très peu de monde le sait, mais en utilisant ce qu'on appelle à la fois des données structurées qui sont issues des différents systèmes et des différentes enquêtes de ce que peut faire le Haut Commissariat au Plan, etc., mais à la fois aussi ce qu'on appelle de l'alternative data, c'est-à-dire une écoute de ce qui se passe sur Internet, qui est le principal média de communication de nos jours, encore plus en période de Covid. On arrive avec un des produits FinTech d'AUX Labs à identifier la survenue d'événements économiques liés à la pandémie, ce qui permet d'accompagner en fait les personnes qui sont sur le point de décider pour avoir une aide à la décision et une visibilité sur l'avenir que rend possible l'intelligence artificielle et l'acquisition de données diverses qui n'étaient pas traditionnellement utilisées. Donc, le Covid, c'est une chance pour les banques parce que ça va leur permettre, comme disait Sikoun, de sortir des projets du carton, même d'imaginer de nouveaux projets et puis surtout de s'intéresser aux fintech et aux startups de manière plus accrue. Je ne dis pas que ce n'était pas le cas avant, mais je dis plutôt que la collaboration était ardue et souvent la compréhension de la proposition de valeur négligée par l'absence de l'immédiateté d'un besoin, raison pour laquelle je vous disais qu'il faut penser à 10-15 ans et se positionner dès à présent, parce que les usages des personnes, comme disait, d'un certain âge, vont se substituer, les usages des nouveaux, des jeunes, des usages digitaux avec une pénétration smartphone de 80% au Maroc, supérieure à la pénétration bancaire, vont se substituer aux usages d'une population de plus en plus, de moins en moins âgée. Et donc, le Covid, la pandémie du SARS-CoV-2 permet justement de se poser ces bonnes questions. Sommes-nous en train de penser la banque d'aujourd'hui et le digital d'aujourd'hui avec la logique de Figital, avec l'adéquation à une partie, à une autre partie, ou sommes-nous en train d'imaginer de se prépositionner comme leader pour les 5, 10, 15 ans à venir, où la révolution, pour le coup, on peut parler de révolution, sera assez radicale, et où si les banques qui ont à peu près 10 ans d'avance d'un point de vue accumulation de data, compréhension du métier, compréhension du secteur, ne communiquent pas avec des startups qui, elles, peuvent avoir 10 ans d'avance sur les nouvelles technologies, sur ce qu'est capable de faire l'intelligence artificielle et les data dans l'optimisation bancaire, si elles ne communiquent pas ensemble et qu'elles ne créent pas des synergies, ça va être très, très compliqué de le faire ex post et il y aura des acteurs qui sont même amenés à disparaître. Il n'est pas impossible que des banques européennes disparaissent dans les années à venir pour cause de perte de part de marché et incapacité à se transformer rapidement, là où d'autres ont pris ce positionnement. Chez Acumenia, en ce moment, on travaille avec 3 banques différentes et chaque sujet d'intelligence artificielle est traité de manière différente. Comment est-ce qu'il peut rendre mon quotidien aujourd'hui plus efficace et limiter des problématiques d'hémorragie de clients ou d'hémorragie d'utilisation des services, ce genre de choses, pour optimiser et générer in fine plus de PNB, mais on ne se prive jamais d'élargir le champ de réflexion pour pouvoir attaquer des choses bien plus avancées, mais qui dans 10 ans seront évidentes. Je vous donne un exemple tout simple. Pour l'analyse d'un projet immobilier, par exemple, une banque peut aujourd'hui mettre beaucoup de temps à répondre, devoir aller vérifier sur place l'état d'avancement, etc. Chez Acumenia, on travaille avec l'imagerie satellitaire et on fait des algorithmes de computer vision de yeux pour pouvoir savoir l'état d'avancement. Idem pour l'agriculture, idem pour un certain nombre de sujets d'innovation qui ne sont pas encore
je dirais, prêts pour être directement activables, mais qui, s'ils ne sont pas lancés dès à présent, feront que d'autres acteurs prendront des parts de marché aux banques dans les 10-15 années à venir. Excusez-moi, vous avez éteint votre micro, c'est Souleymane. Oui, c'était volontaire. D'accord. Tirade. Alors, en fait, on va prendre une petite question de la part des participants, si vous voulez bien. Mais je pense que cette question, M. Znebol sera plus à même à nous répondre. Alors, on reçoit une question de M. Youssef Miko et il se demande si le CRM est-il un prérequis pour une stratégie digitale. Bon, le CRM, je préfère parler en langage simple. Le CRM, il permet quoi? Il permet à la banque de capter, collecter l'ensemble des données de la clientèle pour mieux leur proposer des choses et pour leur vendre des produits et services adaptés. C'est simple. Bien entendu, le CRM est une brique primordiale et essentielle. C'est-à-dire qu'on va passer d'un état où on n'a pas toutes ces informations et on est en face du client à communiquer, échanger avec le client sur la base de peu de data, alors que la banque dispose de toute cette data. Donc, c'est une facilitation, une vue agrégée de l'ensemble des informations. Mais je pense que, comme l'a précisé Souleymane, il y a l'étape d'après, c'est en plus de la restitution, c'est se focaliser et pouvoir travailler sur de l'appétence, sur du ciblage, sur de la segmentation et des use case data qui vont permettre de passer à une étape plus fine. Donc oui, bien entendu, une banque et je pense n'importe quelle entreprise ne peut pas, elle peut pas se passer d'un CRM. Excusez-moi, une autre question. Juste peut-être pour compléter. Aujourd'hui, le CRM lui-même, il a tendance à se digitaliser. C'est-à-dire que le CRM n'est pas un outil digital en soi. C'est-à-dire c'est un logiciel, ce sont des logiciels qui aident à pousser les offres des banques. Mais désormais, les CRM commencent à s'élargir, à se connecter à des puits de données qui se trouvent sur Internet. C'est-à-dire, quand, aujourd'hui, vous le remarquez tous, quand vous cherchez quelque chose, donc vous allez retrouver votre recherche dans d'autres applications, dans d'autres éléments. Maintenant, idem, la banque peut aller piocher dans ses puits de données et justement connecter ça à son CRM. Quand un client vient chez elle, elle peut savoir si oui ou non, quelles sont ses appétences, qu'est-ce qu'il aime le plus, etc., etc. Et donc, ça peut venir apporter un meilleur conseil ou pousser en tout cas des produits de manière plus précise. Donc, même les CRM aujourd'hui s'ouvrent et pour capter de la donnée qui vient de partout, pour améliorer la proposition de valeur que peut faire une banque. Donc, le CRM en soi n'est pas digital, mais lui-même, il est en train de s'ouvrir pour capter de la donnée. Et donc, c'est des enjeux très importants qu'on trouve aujourd'hui auprès d'un certain nombre de banques. Merci pour ces précisions, M. Kuhn. Si vous voulez, je peux préciser. Je n'ai pas parlé un peu allez-y. De la transformation, non, parce que vous avez posé la question à Souleymane et Youssef. J'attendais la question pour réagir et donner un peu mon point de vue sur la transformation et ce qui va se passer dans les 24 prochains mois. Je pense que il y a deux batailles. Et c'est sûr que l'enseignement principal pour le Covid, c'est pas… on n'a pas sorti des projets du placard. On avait des projets qui étaient dans le pipe et qui étaient un peu stoppés par le régulateur. C'est-à-dire, on allait les voir, on présentait, on nous disait qu'il y avait une certaine frilosité. Le Covid a permis de faire sauter certains verrous, mais il y a encore des verrous à faire sauter. Donc, on espère que ça continuera pendant ces 24 mois, parce que je pense que le dialogue est très sain et il y a une excellente réceptivité parce que tous les Marocains sont logés à la même échelle et ils ont tous
ils sont tous confrontés à cette distanciation sociale, à ces déplacements et cette mobilité réduite. Alors, ça, c'est la partie régulation. Mais au-delà de la régulation, je pense que la principale bataille et le focus qui a été fait par les banques ou dans cette transformation digitale, on s'est beaucoup focalisé sur le particulier, sur le Marocain en tant que personne physique. Je pense que la bataille et la santé économique du pays reposent essentiellement sur les entreprises. Donc, le focus des banques et les opérateurs et les fintechs doivent vraiment apporter leur contribution pour accompagner ces petites entreprises, ces entreprises qui ne sont pas forcément structurées, qui ne sont pas outillées, qui ne sont pas en mesure, même s'ils ont de très beaux projets, d'expliciter un peu leurs besoins pour être bankable et financés par une banque dans un accompagnement. Et nous, en tant que banque, faire un effort pour traiter différemment ces demandes d'une petite entreprise qui démarre, qui est composée de 2 salariés, que ce soit une start-up ou plus dans des métiers un peu classiques, c'est de dire je ne suis pas en mesure de demander à cette entreprise qui vient d'être créée 6 mois, je ne vais pas lui demander de me donner ses 5 derniers bilans pour la financer. C'est une aberration. Donc, il faut qu'on exploite d'autres moyens pour, bien entendu, mesurer, prendre les bons risques, mais surtout accompagner. Parce que si on n'accompagne pas ces entreprises, le particulier, il sera en détresse économique. Là, les gens, avant de leur parler de PFM, là, les gens, ils ont perdu leurs revenus. Ils ne travaillent plus. Ils survivent de l'aide qu'a pu donner l'État, de l'aide de la CNSS avec des revenus très limités. Donc, si on veut se relancer, c'est clairement en réussissant à accompagner ces entreprises, en utilisant la data et la digitalisation pour accompagner ces entreprises à accéder au financement, à développer leurs projets pour qu'elles puissent créer de l'emploi et assurer de la pérennité économique. Je ne peux pas être plus d'accord qu'avec ce que vient de dire Seasonable. Pour l'avoir vécu personnellement dans la phase startup que j'ai vécu récemment, c'est effectivement très compliqué. Et ça fait vraiment extrêmement rassurant de voir, en passant de l'autre côté, en travaillant avec des banques, que les sujets d'alternative credit scoring sont vraiment, vraiment d'actualité. Et qu'en ce moment même, des équipes chez nous sont en train de développer des credit scores alternatifs pour permettre de juger justement ce risque avec un bon niveau, mais avec des méthodes nouvelles qui nous permettent d'adresser une clientèle qui, autrement, n'a pas accès au crédit, n'a pas accès à ce genre d'aide. Concernant le CRM, très rapidement, je voulais prolonger encore plus loin que ce que disait Sikoun. Au-delà des CRM qui s'ouvrent, le CRM, ça devient limite une des sources principales des infrastructures de type data lake, où on va venir croiser des données du CRM, fut-il ouvert ou pas, avec des données extrêmement variées, comme l'écoute de ce qui se dit avec le call center, comme les logs de recherche en utilisant une API comme Google Trends, comme les logs de navigation du client sur le site web bancaire et sur l'application pour comprendre ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Donc, le CRM s'enrichit avec des données non structurées que sont les logs, le texte, la voix et d'autres données structurées pour pouvoir faire des ciblages d'une précision rarement atteinte. Je peux donner comme retour d'expérience une grande banque européenne avec des étoiles vertes qui avait permis à l'époque, et ce n'était pas il y a si longtemps que ça, avant mon retour au Maroc, de réaliser en fait un ciblage tellement précis que l'offre parmi le portefeuille des projets de la banque, y compris dans sa composante taux d'intérêt, par exemple pour le cas du crédit, se calculait automatiquement sur la base de données exhaustives et 360 sur le client, c'est-à-dire qu'on avait à la fois ce qu'il recherchait, ce qu'il regardait, ce sur quoi il avait cliqué, plus toutes les données CRM, signalétiques, transactionnelles, historiques, dans le calcul d'un score qui permettait de donner en temps réel. Et c'est ça la vraie valeur ajoutée de la data et de l'IA, en fait, de l'IA par rapport à la data surtout, c'est qu'on va venir conférer une valeur opérationnelle à la donnée. On n'a plus uniquement la valeur ex post, toujours en retard, de la BI traditionnelle. On va pouvoir lui donner à cette donnée une véritable valeur opérationnelle de sorte à optimiser et à faire des gains dont je parlais précédemment au niveau de la croissance et de l'optimisation. Merci beaucoup pour ces précisions, M. Haj. Là, j'ai une petite question en fait pour M. Koun.
c'est que, en fait, il y a deux types d'acteurs qui peuvent constituer une sorte de menace vis-à-vis des banques. Et là, je pense notamment aux opérateurs télécoms, à certains établissements de paiement et même à certains acteurs comme Jumia. Donc, si vous pouvez juste un petit peu nous éclaircir sur ce sujet-là. Vous me donnez quelques éclaircissements, merci. Monsieur Kuhn? Oui, désolé. Donc effectivement, il y a dans les menaces qu'on peut trouver, alors les menaces pour les banques au sens quels sont les acteurs qui peuvent prendre un client à la banque, en tout cas lui proposer une expérience qui va lier le côté financier. Donc on a parlé de l'inclusion financière, donc il y a des clients qui ne vont pas être bancarisés mais qui vont être inclus financièrement, c'est-à-dire qu'ils vont avoir juste un wallet, ou en tout cas leur téléphone mobile, de l'argent dessus, et ils vont se dire c'est largement suffisant, j'ai pas besoin de crédit, j'ai pas besoin d'épargne, c'est largement suffisant pour ce dont j'ai besoin de faire. Et plus il va évoluer dans sa vie, plus peut-être il se dira ça serait bien que je sois bancarisé, et encore. Et donc déjà, ça c'est ce premier concurrent. Maintenant, dans ces concurrents-là, les banques ont déjà leur place, c'est-à-dire qu'elles-mêmes, elles ont créé des filiales spécialisées en tant qu'établissement de paiement. Donc, vous allez trouver les opérateurs télécoms qui rentrent dans ce marché. Alors, au Maroc, ils rentrent doucement, mais dans d'autres pays d'Afrique, ils ont dépassé les banques en termes d'inclusion financière. Et le meilleur exemple, je vais prendre, pour donner un peu l'image, Orange, qui est connu, c'est un opérateur télécom. En Afrique subsaharienne notamment, il était très connu pour faire ce qu'on appelle du mobile money, et ils ont décidé de créer une banque qui s'appelle Orange Bank Afrique. Donc, ils commencent à rentrer dans le secteur bancaire. Pourquoi? Faire des transactions, c'est bien, mais placer du crédit ou collecter de l'épargne, c'est encore mieux. Donc, ça génère des sources de revenus supplémentaires. Et donc, la menace qu'il y a aujourd'hui, c'est que sur le marché marocain, les établissements de paiement essayent d'innover au maximum, font beaucoup de marketing, ils ont du budget pour ça. Vous prenez dernièrement Inouï qui annonce que les transferts d'argent venant de l'Europe ou des États-Unis ou en tout cas d'un certain canal peuvent arriver directement sur un wallet. C'est une innovation en soi. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, ces mêmes opérateurs faisaient du cash. Donc le cash, maintenant, est en train de se mettre sur un wallet. Et donc petit à petit, si les transferts d'argent des MRE qui ont un volume très très important, au lieu d'aller sur les comptes ou sur du cash, arrivent sur des wallets, c'est un type de concurrence pour les banques. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, si on prend des opérateurs donc à l'échelle mondiale type les GAFA, mais si je prends le cas de Jumia derrière ça, c'est qu'il y a des opérateurs qui viennent du monde du e-commerce et qui, pendant la crise, ils étaient prêts à proposer des nouveaux usages, ou en tout cas des usages qui restaient d'un niveau de qualité qui faisait que le nombre de personnes consommaient de plus en plus ce service. Et donc Jumia ont réussi et ils ont explosé leurs chiffres, soit Jumia ou Glovo. Donc ils ont répondu à un problème qui est la livraison. Je vais être livré un peu partout. Il y a encore quelques mois, Carrefour ou Marjan ne travaillaient pas avec Jumia ni avec Glovo. Ils disaient moi j'ai pas besoin de livrer de la marchandise. Ils viennent chez moi dans mon supermarché pour faire leurs achats. La crise les a obligés à changer. Et donc Jumia maintenant se dit avec Jumia Pay, je peux moi-même gérer l'argent. Je vais dire aux clients créditez le compte Jumia Pay et vous allez avoir peut-être 5 ou 10% de remise si vous payez via Jumia Pay. Et donc là encore, l'argent va être collecté par Jumia Pay et non plus collecté par les banques. Maintenant, vu la taille des banques qu'on a, vu la taille du marché, les banques ont encore beaucoup de marge de manœuvre, mais plus l'usage et la consommation de ce type de produits venant soit des établissements de paiement ou bien d'un acteur comme Jumia augmente, on est en train de parler de la prochaine génération qui va se dire « j'ai pas besoin de la banque ». Comme disait Souleymane, c'est aujourd'hui qu'on imagine les clients d'il y a dans 15 ans. Et donc, si dans 15 ans, l'ensemble des 18-25 ans se disent « j'ai pas besoin de la banque », le problème se posera en disant ok, ils sont devenus actifs, ils n'ont pas besoin de la banque. Pourquoi? Parce qu'on a oublié d'anticiper et on a laissé des acteurs rentrer
et proposer une valeur simple, alors que la banque a les moyens de proposer ce même type de valeur. Donc voilà pourquoi c'est des concurrents, ils ne sont pas dangereux aujourd'hui, mais ils ne vont pas s'arrêter. Et donc il faut que la banque aussi propose de la valeur autour de ces sujets-là. Donc voilà pourquoi… Des menaces. Voilà Oui, pourquoi c'est des menaces. Voilà, c'est une… Pensez-vous, M. Harouche? Traditionnellement, je préfère transformer les menaces en opportunités. Vous savez, Jumia ou Glovo ont des clients qui sont de X banques. Donc, ils ont de la data sur des personnes qui viennent de X banques. Donc, ils ont toujours déjà, avant même d'arriver aux agrégateurs dont parlait Sikoun tout à l'heure, plus d'informations signalétiques sur la part de la part de ces personnes. Peut-être pas encore actuellement parce qu'ils n'ont pas une pénétration suffisante, mais le jour où ils seront présents dans 15 ans sur 80% de la population active au Maroc, là, ils auront de la data qui sera de la data sur le comportement de ces clients-là qu'une banque dans un monde où il y a 6, 7, 8 banques en concurrence n'aura jamais. Vous n'aurez pas cette exhaustivité-là. Donc, en fait, comment transformer ces menaces en opportunités? Il faut être le premier à venir engager la discussion, à venir imaginer les synergies pour ne pas disparaître justement. Parce que le premier qui fera ça sera le plus à même de capter cette data qui pour l'instant lui échappe et lui échappera toujours tant que le régulateur n'a pas décidé d'ouvrir ce genre de choses. Jumia, elle sait ce que vous mangez, elle sait ce que vous achetez, elle est capable de faire ce genre de choses. On peut le faire, on le fait en ce moment avec Acuménia, on détecte préventivement les moments de vie phares des clients pour savoir à l'avance s'il y a une accusation qui arrive dans les 18 mois à venir, s'il y a un mariage, s'il y a une naissance, ou pour une PME ou une TPE, parce qu'il ne faut pas les oublier, si jamais on part vers une faillite ou vers une augmentation du périmètre, ce genre de choses, on arrive à les voir, ne serait-ce qu'avec les données transactionnelles. Imaginez les données transactionnelles dont dispose Jumia. Imaginez ce cas d'usage de détection prédictive des moments de vie sur les données de Jumia. Et en fait, je peux vous donner la réponse et une plus-value que ça a pu apporter. Le data lake du groupe Picard, par exemple, que j'ai eu la chance de pouvoir déployer, c'est vraiment positionné sur cette logique-là. Ils avaient 3 millions de clients actifs hebdomadaires, mais une vingtaine de millions de clients dans l'absolu. Ils avaient l'ensemble des patterns de consommation alimentaire de l'ensemble de ces personnes. On arrivait à détecter qui c'est qui avait des enfants, qui étaient sur le point d'avoir des enfants, qui avaient des limites, on peut même inférer des régimes limites. Et donc, je vous donne cet exemple-là parce que, in fine, ce client qui a pris le virage assez tôt, qui a su se positionner avant que Carrefour et autres Auchan en France ne soient en mesure de livrer via les Glovo, etc., qu'il l'a fait par lui-même et en avance, aujourd'hui, retrouve son positionnement largement renforcé parce qu'il s'est posé la question il y a déjà 5-6 ans. Et donc, je peux vous donner un KPI très simple. La première personnalisation avancée qui a été faite via la détection de ces moments de vie prédictifs qu'on peut très bien faire au niveau d'une banque, a permis pour les 3 millions de clients hebdomadaires d'avoir, par rapport à un échantillon non animé, c'est-à-dire une part de la clientèle sur laquelle on ne va pas appliquer le cas d'usage pour pouvoir comparer le résultat du cas d'usage ou l'impact de ce cas d'usage par rapport à une communication traditionnelle. Ceux qui ont bénéficié de ce moment-là, donc segmentation comportementale plus détection des moments de vie, plus 1,8 € de panier moyen, fois 3 millions de clients hebdomadaires. Je vous laisse faire le calcul et vous voyez qu'un cas d'usage data qui a coûté, je ne sais plus exactement, mais qui a coûté 3 fois rien grâce aux nouvelles technologies, à la capacité en plus de nos jours d'avoir des coûts IT qui se variabilisent. C'est-à-dire qu'on va avoir une corrélation entre la plus-value de l'investissement dans l'intelligence artificielle et la data et le revenu escompté. On est héroïste par nature sur les projets data. Ce cas d'usage-là qui a coûté moins de 100 000 €, avec son infrastructure et qui est en croissance de coûts proportionnelle à la croissance de coûts des revenus, à la toute première animation du cas d'usage ou activation du cas d'usage, c'est-à-dire la recommandation sur la base des moments de vie, plus 1,8 € fois 3 millions de clients de chiffre d'affaires. C'est ce même logique-là que les banques peuvent faire en interne chez eux pour venir placer
les bons produits, encore une fois, pro ou particulier, au bon moment et qui va faire que le client va être fidélisé. Et c'est aussi cette logique-là que les banques peuvent se relever comme une opportunité et non pas une menace, ou du moins une transformation de menace en opportunité, en venant s'allier à de nouveaux acteurs qui ont cette richesse-là et surtout une maturité technologique qui permet de faire de vraies synergies entre la banque et les acteurs. En fait, la banque, elle va avoir comme à terme, on l'espère, l'ensemble des banques marocaines auront, ou du moins l'ensemble des institutions financières marocaines, fut-elles des institutions de paiement ou des institutions bancaires, vont couvrir la totalité de la population. Pour une raison très simple, c'est que la masse monétaire en cash est amenée à disparaître. Elle est déjà très faible, elle va être amenée à disparaître. Mais du coup, pourquoi pas utiliser ces nouveaux acteurs comme des alliés et créer dès maintenant les synergies de demain, plutôt qu'attendre, et c'est ce que disait Sikoun et ce que je disais précédemment, que ces personnes-là qui ont des données agnostiques de la banque, elles peuvent taper toute la population si leurs services sont pertinents, ne viennent se substituer en créant Jumia Bank, Amazon Bank, Google Assurance. Elles sont beaucoup plus pertinentes, elles savent beaucoup plus de choses sur vous, par exemple, pour faire de l'assurance. C'est intéressant, peut-être qu'on y reviendra dans un petit moment, mais je voudrais bien avoir l'avis de M. Zneiber sur la question. La menace des telcos. Bon, je reprends un peu, c'est toujours bien de contextualiser. Donc, je reviens à l'inclusion. Pour moi, c'est toujours le chiffre parlant. Il y a 40% des Marocains qui sont bancarisés. Actuellement, les établissements de paiement et ce qui est lancé en termes de mobile money, même dans les messages marketing qui sont lancés, on s'adresse à ces mêmes 40%. C'est-à-dire qu'on vise des gens qui sont déjà familiers avec les services de paiement. Les 60%, les autres, ils ne seront pas sensibilisés par une affiche 4x3 d'un établissement particulier. Par contre, l'avantage et la force des opérateurs telco, c'est que ces 60%, ils ont une relation avec le telco. Ils sont déjà clients d'un opérateur télécom. Ils ont déjà le client. Par contre, le challenge pour les telcos, c'est quoi? C'est de dire comment est-ce que je vais transformer mon client telco en un utilisateur de paiement mobile. Et pour pouvoir le faire, il faut alimenter ces 60%. Ils n'ont que du cash. Ils n'ont pas de banque. Donc, ils doivent aller déposer du cash pour alimenter leur wallet. Donc, il leur faut un réseau de distribution pour capter ce cash. Comment est-ce qu'ils vont le capter? Il faut le capter via des commerces de proximité. Les 60%, où est-ce qu'ils vont pouvoir alimenter leur wallet? Donc, c'est là où on parle d'un écosystème qu'il faut développer. Il faut qu'au même titre que ce client non bancarisé, quand il part mettre sa recharge Jawel de 10 dirhams à l'épicerie, il doit pouvoir mettre 20 dirhams son wallet de l'opérateur téléco ou de l'opérateur de l'établissement de paiement. On l'espère, notre filiale. Donc, on a une filiale qui est M2T et qui dispose d'un large réseau, les espaces Tsihilat, et ils peuvent dès à présent pouvoir collecter et inciter ces gens. Donc, c'est ça cette bataille. Je pense que n'oublions pas, le paiement mobile, 2 objectifs. Réduire le cash, c'est bien. Ce qui est en train de se faire, on essaye de réduire le cash pour les 40%. Mais il faut aussi de l'inclusion financière. Ces 60% de personnes qui n'ont pas accès aux services financiers, il faut qu'ils aient accès à ça via ces wallets et via une relation plus simple, plus accessible, aller à l'épicerie, recharger son wallet. Et là, il y aura une compétition et alimenter. Mais pour que l'épicerie, et une fois que j'ai mis de l'argent sur mon wallet, il faut que je puisse utiliser cet argent. Le client, s'il a de l'argent sur son wallet et il va le regarder et qu'il ne peut pas aller à la boulangerie payer avec son wallet, payer le gardien avec son wallet, et ainsi de suite, aller au souk, acheter ses légumes avec son wallet, il ne mettra jamais son argent dans le wallet, autant l'avoir dans sa poche. Donc c'est là où c'est une transformation et c'est un effort, c'est plein de petites briques qui feront que ça marche. C'est exactement ce qu'a fait une start-up qui s'appelait Compte Nickel en France. Elle a, au lieu de créer son réseau, pris le réseau des buralistes, ceux qui vendaient des journaux et du tabac, pour faire simple, qu'elle a transformé en agence bancaire avec le Compte Nickel, où l'impression de la carte bleue se faisait sur place et où le buraliste était intéressé à l'acquisition de nouveaux clients. Et cette success story vient de se faire racheter il y a quelques mois, je pense, par BNP Paribas pour plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, utiliser un réseau déjà existant pour faire de l'inclusion financière,
c'est extrêmement intelligent, surtout qu'avec l'intelligence artificielle et le KYC dématérialisé, on n'a plus besoin d'être habilité à être agent bancaire pour faire ce KYC-là. Un automate, et c'est le cas du compte Nickel, faisait le KYC à distance avec des algorithmes de reconnaissance d'image de deep learning et permettait de transformer les buralistes, les 200 000 buralistes français, en 200 000 points d'agence bancaire. Dans le sillage de ce que vient de dire M. Flech, on va prendre une autre question, mais pour parler maintenant des techniques innovantes. Alors, cette question de M. Daniel, un des participants, il demande à M. Znebor, est-ce que vous utilisez des techniques innovantes comme le machine learning actuellement? Oui, on le fait, mais par contre, par définition, ce n'est pas quelque chose qui se voit et qui est tangible. Les use cases sur lesquels on a travaillé, c'est vraiment de l'appétence. Au début, on a commencé par de l'appétence, étudier, on analyse pas mal de données. Après la concrétisation et des cas concrets, un peu comme le cas évoqué par Souleymane sur Picard, on a fait des use cases d'appétence pour le crédit IMO, pour le crédit conso, pour l'upgrade de carte. On a un certain nombre de use cases. On y va de façon progressive. On est en train de construire, au même titre que la Digital Factory qu'on a, on a une belle filiale qui s'appelle Payment Center for Africa, où il y a à peu près une centaine de personnes qui travaillent sur des squads et qui sont organisés en mode start-up. C'est des batailles, on a des équipes qui sont focalisées sur des batailles. Donc, il y a des batailles qui sont gagnées, d'autres qui sont toujours en cours et d'autres qui ont échoué. Et on n'a pas peur d'échouer, on continue de manipuler, que ce soit sur le digital ou manipuler les données pour les use case data, pour apporter de la valeur aux clients. D'accord. Une question pour M. Kuhn. Concrètement, quelles sont les actions à adopter, posées par Mme Lena Selki? Concrètement, quelles sont les actions à adopter par les banques ou d'autres organismes pour alléger les régulations et permettre l'implantation de FinTech? Les banques, généralement, ce qu'on va appeler dans le digital, il y a un mot, c'est la disruption, c'est-à-dire provoquer un phénomène qui fait que ce qui est normal, on essaie de le changer. Donc, essayer de faire bouger les choses. Alors, il y a deux façons de faire. Soit le régulateur ne fait rien, et en fait, c'est ceux qui sont à l'extérieur des banques qui vont essayer de faire. Et à un moment donné, il y a deux options. Le régulateur dit stop, je refuse. C'est le cas, par exemple, vous voyez, WhatsApp a essayé de faire du transfert d'argent au Brésil. La Banque centrale a dit non, c'est interdit. Donc ça, c'est une méthode. Mais ils vont revenir. Mais en tout cas, ça provoque le débat. Ouais. Et donc, ce débat, justement, cette année, ça ne sera pas possible. Les années suivantes, ça sortira. Mais en tout cas, ça provoque le débat parce qu'il y a des besoins, il y a des réponses. Et il ne faut pas que le régulateur soit aveugle par rapport à ça. Donc, ça, c'est la première chose. Ou bien c'est les banques elles-mêmes. Donc, les banques elles-mêmes peuvent, et donc, tu m'en en parlais, fonctionner en mode start-up. Donc, ils créent des filiales aujourd'hui qui fonctionnent en mode start-up, qui imaginent la banque de demain et qui viennent aussi avec ces dossiers à la Banque centrale. Ça se fait de manière non visible. C'est-à-dire que les banques vont à chaque fois voir la Banque centrale pour dire il y a telle idée, telle idée, telle idée. Est-ce qu'on peut la mettre sur le marché? Pour aller plus loin, ce que les banques ne font pas encore, c'est justement de constituer un écosystème qui servirait le marché bancaire. C'est-à-dire, ce qu'on trouve en Europe, par exemple, c'est que les banques mettent en place ce qu'on appelle des sandbox, c'est-à-dire elles mettent en place une banque bac à sable, accessible. Donc, ils ne donnent pas accès à leurs données, mais ils donnent accès à des concepts. Si je veux créer un client, si je veux accéder à un compte, etc. Et ils ouvrent. Et ils proposent aux développeurs, comme fait Facebook ou Google sur leurs API, ils poussent leurs API et donc ils testent les API de demain. Et donc, ils imaginent les comportements de demain. Et ça aussi, c'est une façon de permettre aux fintech d'imaginer des choses, de tester leurs idées, de vérifier que ça marche. Donc, vous allez trouver des compétitions qui sont organisées par les banques et qui donnent accès à leurs données. Et en dehors des compétitions, qui peut paraître comme un sujet marketing et de communication pour dire je suis innovant, plus intéressant, c'est réellement qu'on aille sur le site internet d'une des banques, qu'on trouve un lien qui s'appelle accès développeur. Et quand on rentre développeur, la banque met à disposition ses API et elle dit venez tester, vous enregistrez. Donc, un étudiant
un lycéen qui a un problème à régler, un entrepreneur, des entreprises plus importantes peuvent venir faire ça. Et l'initiative, par exemple, de la Banque centrale tunisienne a monté une sandbox, banque centrale, qui dit, bah, si vous avez des idées, venez la tester chez nous. Donc, au moins, ils sont au courant de ce que la banque de demain pourrait être. Et donc, au moins, ils peuvent organiser la mise en œuvre, vérifier quels sont les impacts sociaux, vérifier quelle sont la sécurité, etc. Donc, vraiment, il faut créer un cadre pour non pas faire de l'innovation marketing, mais vraiment faire de l'innovation pour encourager des gens qui ont de très bonnes idées, qui ont des réponses à des problèmes, voire que les banques ne voient pas depuis Casablanca ou Rabat, mais qui sont dans d'autres villes, et proposer vraiment de la valeur. On a parlé tout à l'heure des PME et des entreprises. Il y a très peu de réponses apportées par les banques pour l'expérience d'un chef d'entreprise. Je ne parle pas d'un très grand chef d'entreprise, mais vraiment celui qui a sa PME, comment il doit gérer sa comptabilité, comment il doit gérer sa fiscalité. Et donc, c'est là où la banque elle a un rôle à jouer. Soit elle devient le catalyseur, c'est une technique, soit elle laisse le monde extérieur venir provoquer, et à un moment donné, il y a une brèche qui va s'ouvrir. Et si cette brèche s'ouvre, ben, le régulateur, le temps qu'il sorte un texte, ça sera déjà trop tard. Parce que si on a 10 millions de personnes qui utilisent un service, comment on va l'arrêter? On se souvient très bien le jour où WhatsApp a été arrêté sur la partie data. La voix, bah, ça n'a pas tenu longtemps avant qu'on revienne en arrière. Donc c'est ça qu'il faut. On a ces deux phénomènes et je pense que les banques marocaines ont la possibilité d'être réellement le catalyseur de l'innovation en créant des écosystèmes d'innovation. Merci beaucoup pour cette précision, M. Koun. Une question pour M. Znebol, de la part de M. Omar Louafi. Y a-t-il un accompagnement réglementaire, légal, de la part de l'État afin de réussir cette transformation digitale des banques? Et ça rentre dans le sens de ce que disait M. Koun, justement. M. Znebol? Il n'y a pas réellement un accompagnement concret, mais par contre, ce qui a changé, c'est qu'il y a quand même de la réceptivité. C'est-à-dire que le régulateur est à l'écoute. On n'est pas dans un mode aussi sophistiqué que ce qu'a présenté Sikoun avec des banques qui ont un niveau de maturité, qui exposent des API qui sont utilisés par l'écosystème. Par contre, il y a des initiatives un peu qui sont faites et des expérimentations avec des startups. Et il y a des projets qui sont présentés au régulateur. C'est-à-dire que le régulateur, il est en attente c'est une démarche, et il est dans son rôle de contrôler le risque, d'avoir un peu plus d'informations sur la proposition de valeur, quels sont les risques, pour pouvoir ensuite statuer et délibérer. C'est-à-dire que le régulateur, quand il a donné son autorisation d'ouvrir des comptes à distance en avril dernier, il n'a pas pris cette décision en une semaine. Ça faisait 1 an ou 2 ans qu'il y réfléchissait. Et on lui avait présenté des benchmarks, des garanties de néobanques, qu'on a des niveaux de KYC qui sont beaucoup plus fiables qu'un humain qui est en agence et qui ne va pas forcément faire les différents contrôles. Et donc, c'est ces efforts a pu accompagner. Après, c'est clair que on est dans une transformation. Les décisions ne sont pas simples à prendre. Il y a des enjeux sur la partie ouverture de compte. Bon, moi, ça paraît simple, mais il y a des enjeux de terrorisme, de blanchiment d'argent. Et c'est le rôle du régulateur de protéger cet écosystème. Mais par contre, c'est une très bonne chose qu'il soit à l'écoute de ces innovations. Après, il n'y a pas que le régulateur. Il y a si on veut changer les choses, on a parlé de crédit immobilier, il n'y a pas que la Banque centrale, il y a aussi la conservation. Il y a les actes notariés qu'il faut digitaliser, il y a le Moqata'a où on doit remplacer la signature légalisée pour tout le monde. Donc, c'est un effort vraiment de transformation qui ne se fait pas du jour au lendemain, mais la prise de conscience est là. Merci beaucoup pour cette précision. Une question peut-être pour M. Koun. Déjà, on arrive pratiquement au terme de notre webconférence, donc ce sera peut-être la dernière question. Et j'inviterai vous trois à répondre à cette question si vous le voulez bien. Donc, dans un premier temps, ce sera M. Hirsch. Par rapport déjà, la question, elle est posée par Mohamed Atag. Il dit quelles sont les contraintes qui freinent la mise en place d'un système complet de paiement mobile
comme celui implémenté en Chine, par exemple, via l'usage des applications telles que Alipay et WeChat. Permettez-moi juste de commencer par faire un petit témoignage. J'ai eu la chance de visiter Payment Center for Africa dont parlait Cisnever, parce qu'en fait, Oui. ça a été le tout premier client d'IOX Labs et je ne peux que confirmer qu'ils sont vraiment dans cette logique d'organisation flat et par startup et ça a fait vraiment plaisir à voir. Concernant la réponse à ce qui a été, à la question sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce genre de système, je pense… Quelles sont les contraintes pour appliquer un système similaire? Je pense qu'il y a deux problématiques. La première, c'est qu'il y a eu la difficulté d'émergence d'un acteur qui aurait su avoir cette approche fédérant un maximum de gens. Parce qu'in fine, comme disait Sikoun, une fois que le crowd, une fois que la masse adopte quelque chose, venir l'interdire malgré tout le pouvoir qu'on peut avoir, ça ne tiendra pas. Donc globalement, je pense qu'il n'y a pas eu l'émanation d'un acteur qui a réussi à fédérer un maximum d'utilisateurs. C'est un peu des initiatives perdues entre les telcos, Inouï, entre certaines banques, chaque banque a son wallet, etc., ce genre de choses, et une interdiction aux GAFAM de faire la chose, Facebook Pay ou WhatsApp Pay, ce n'est pas demain qu'au Maroc, on va les autoriser. Donc, le problème qu'il y a eu lieu, et ça me ramène à la deuxième problématique, c'est qu'il y a une absence au Maroc d'une identité numérique nationale unifiée permettant justement de pouvoir promouvoir un service. Ce genre de service, soit l'acteur y gagne, il y a un acteur qui gagne, il n'y en a aucun qui a gagné, et les grands gagnants internationaux ne peuvent pas rentrer pour des raisons de régulation, et de toute façon, le marché ne les intéresse pas encore, parce que trop de problèmes réglementaires par rapport à la cible. Oui. Mais dans ce cas-là, il y a l'alternative d'avoir un acteur étatique qui vienne promouvoir, sous forme d'un partenariat public-privé par exemple, une solution qui pourrait répondre à ce besoin-là. C'est une démarche qui n'a pas été mise en place parce qu'il manque une identité numérique unifiée au Maroc, même si c'est en train de bouger un petit peu. Il manque, comme disait Sikoun, il manque pas mal de choses. Mais si ça peut rassurer la personne qui a posé la question, pour moi, ça ne se compte même plus en années, ça se compte en mois, avant qu'il y ait soit l'émanation d'une start-up ou d'un établissement historique qui s'allie à une start-up et qui réussit à faire ça et à fédérer un maximum de gens, et Lumia est un bon candidat, soit une décision radicale d'une organisation publique ou semi-publique ou d'un partenariat public-privé qui permettrait de faire ça. Monsieur Kout. Merci. Alors, pour avoir un écosystème mobile, alors quand on prend l'exemple d'opérateurs comme les Chinois, il faut savoir qu'il y en a que deux, soit Alipay ou WeChat, ils sont le résultat de boîtes qui sont beaucoup plus grosses. Donc, il y a Alibaba d'une part, par exemple, et donc, ils n'ont fait que d'abord constituer suffisamment d'informations sur leurs clients pour se dire de quoi leurs clients ont besoin. Et à partir de là, ils ont dit, ben, tiens, on a une réponse. Et cette réponse, au début, ils acceptent même de perdre de l'argent sur cette réponse parce qu'ils voient ça dans l'ensemble. Ils voient leurs clients, non pas que sur le parti paiement, mais ils voient leurs clients dans l'ensemble. Et c'est ce que disait aussi tout à l'heure Souleymane. Une fois que je commence à bien connaître le client, je peux me dire sur quoi je peux investir ou pas. Et donc, ce qui fait que quand on regarde le cas du Maroc, premièrement, c'est le régulateur qui a mis ça en place. C'est déjà une très bonne initiative. Il n'a pas laissé le marché décider à sa place. Mais quand le régulateur a mis ça en place, il y a eu plusieurs demandes d'agrément. Donc, il y avait au début à peu près 5 demandes d'agrément par an. Donc, les banques ont fait leurs demandes, des sociétés spécialisées dans le cash ont fait leurs demandes et les telcos ont fait leurs demandes. Donc, vous avez plein d'opérateurs. Chaque opérateur a créé sa wallet. Les messages sont, une fois que la wallet est créée, on envoie les messages marketing. Ils ne sont pas forcément tous compris par les clients. À quoi ça sert? Qu'est-ce que je peux en faire? Et ensuite, on a dit, très bien, maintenant que les wallets existent, on se pose la question à quoi elles peuvent servir. Et donc, on a d'abord créé la wallet, après on se pose la question à quoi elles peuvent servir. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de créer, en tout cas au Maroc, les éléments pour se dire à quoi elles peuvent servir. Où est-ce que je peux payer avec la wallet? À quel moment, comment je peux créditer la wallet? Il y a encore des sujets entre les banques et les établissements de paiement autour du cash out, c'est-à-dire quand quelqu'un qui a une wallet et veut retirer de l'argent. Oui. Donc, je peux retirer avec ma carte, je vais dans un distributeur, je retire avec ma carte.
Ben, aujourd'hui, les banques doivent donner accès à leurs distributeurs. Sans appliquer, aujourd'hui, on sait bien, si je suis un client d'une banque A et je retire dans un distributeur d'une banque B, je paye 6 dirhams 60. Maintenant, quelqu'un qui a un wallet, donc qui n'a un compte bancaire nulle part, à quel prix il va retirer cet argent? Et donc là, il y a encore un débat sur cette partie-là. À quel prix je peux retirer de l'argent? Parce que si je peux rentrer de l'argent et uniquement payer, c'est insuffisant pour un client d'utiliser sa wallet, s'il ne peut pas retirer de l'argent. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut saluer les initiatives du CMI qui essaye de créer toute une dynamique. Et ce qu'a fait le CMI, c'est qu'au lieu juste d'aider, ben, il a lui-même créé son établissement de paiement. Il développe lui-même les solutions. Donc, c'est-à-dire qu'il essaye de montrer par l'exemple que ça marche. Donc, aujourd'hui, vous avez des TPE CMI compatibles, c'est-à-dire qu'un TPE qui peut lire qui peut lire sur application mobile, qui fonctionne sur une application mobile et qui peut accepter des paiements de wallet, par exemple. Et donc, si on imagine que tous les commerçants sont équipés de ce type de solution, alors les paiements mobiles seraient acceptés. Et quand on prend le cas de la Chine, tout à l'heure, tu viens de parler si on va au marché, je veux payer avec un wallet. Aujourd'hui, vous voyez en Chine, c'est un QR code qui est affiché. Donc, quand je veux payer, je scanne le QR code. Donc, aujourd'hui au Maroc, on a pris le projet dans un autre sens. Et je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais sens. C'est vraiment comment chacun fonctionne. Les messages maintenant sont clairs. Il y a 1,5 million de wallets. On est plus de 35 millions d'habitants. C'est comment se dire, comment je peux arriver à 15 millions de wallets en 12 mois. Et c'est ça la question à se poser. Comment j'équipe? Et ensuite, on va dire comment je fais en sorte que j'utilise ce canal comme étant le moyen de paiement principal. Et donc, c'est ça la bataille, parce qu'avec 1,5 million de wallets, ce n'est pas encore suffisant pour avoir une masse critique, pour imaginer des choses, ou même convaincre quelqu'un d'accepter un paiement par wallet. Donc, ça va prendre du temps pour s'accélérer, mais je pense qu'on est sur la bonne voie pour que ça avance, pour que ça marche. Merci beaucoup, M. Kohl, pour ces précisions. Merci beaucoup. Siznebol, pour la conclusion. Ouais, vous répondez à la question en même temps. Je vais essayer de faire court. Donc, il reste deux étapes, comme l'a dit Youssef. La partie technologique, elle est là. C'est-à-dire que les établissements ont tout ce qu'il faut. Il reste deux choses. Comment injecter de l'argent dans cet écosystème et forcer la main un petit peu. Comment est-ce qu'on peut injecter l'argent? C'est de dire des initiatives de versement, par exemple, des aides sur des wallets et non plus en cash, des remboursements de mutuelles sur des wallets, non pas en cash. Mais ça, c'est la première étape. Si on fait ça, les Marocains vont se retrouver avec de l'argent sur leur wallet. Il reste la deuxième partie. Où est-ce qu'ils vont dépenser ça? Il faut que les épiceries, les drogueries, tous les commerces de proximité soient équipés. Et pour qu'ils soient équipés, il faut prendre les choses très simplement. Dans leur quotidien, ils vont passer dans un mode full cash, avec un carnet, les entrées et sorties. Là, il va se retrouver avec, qui dit digitalisation, traçabilité. Il a un peu peur. Oui, c'est normal de dire, est-ce que demain, le fisc ne va pas venir me dire, tu vends beaucoup de choses, monsieur, là, que tu vas passer à la tranche supérieure et on va te taxer tous tes revenus. Donc là aussi, il y a des initiatives et des choses prévues par le ministère des Finances qui consistent à rassurer l'écosystème en disant on va faire une certaine exonération fiscale pour dire on va les encourager, pour les inciter, le temps qu'ils y trouvent de l'intérêt. Donc, exonération fiscale et bien entendu, même pour eux, c'est la possibilité de s'approvisionner un peu moins cher parce qu'il n'y aura pas la gestion du cash, parce qu'il ne faut pas aller en agence déposer l'argent et ainsi de suite. Donc, les initiatives, il y a des choses qui sont prévues. Il y a aussi l'écosystème et on a parlé d'établissements de paiement qui chacun de son côté fait sa bataille. Il y a une initiative qui est très bonne. Bon, il y a un groupement des établissements de paiement qui sont un peu en train de converger pour parler d'une même voix et essayer d'avoir des discussions saines pour faciliter, comme a dit Youssef, même si ce n'est pas l'objectif essentiel, faciliter le cash-out. On espère qu'il n'y aura pas de cash-out du tout. Mais soyons concrets pour rassurer le consommateur. C'est important d'offrir cette possibilité. Donc, vous êtes conscient finalement. Voilà, en clair.
Confiance, c'est-à-dire qu'on a mis, on a mis du temps et il faut que ça s'accélère. Voilà. Merci beaucoup à toutes. Merci beaucoup aux participants d'être avec nous. Et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup.